Alors je peux commencer par une petite fille de 4 ans qui perd son père un jour d'été du mois d'août. Il se noie devant elle. Donc je suis restée seule avec ma mère et mon frère. Et donc ma mère s'est retrouvée veuve à 30 ans. Et elle s'est adonnée à ce moment-là, un petit peu avec ses élèves du lycée de Grand Air à Arcachon, à toutes les animations de mai 68, mais aussi effectivement à sa passion pour l'art. Et donc à la maison, nous avions Historia, Archéologia. Moi, je me suis nourrie un petit peu dans la solitude de tous les livres qu'il y avait à la maison. Ensuite, effectivement, je lisais les revues, je partageais, j'étais très proche d'elle, je partageais un petit peu le goût pour le cinéma aussi, la nouvelle vague, tout ce qui sortait. Et ma mère n'aspirait qu'à une chose, c'était quitter Arcachon pour aller habiter Paris. Arrivée à Paris, il se trouve que j'ai grandi en fait dans le lycée dans lequel elle a du coup enseigné, qui était le lycée Camille C. Et dès l'âge de 10-11 ans, je me suis passionnée pour les nouveaux musées qu'ouvrait, enfin surtout Beaubourg qui était très très dynamique. Donc j'avais une amie qui, elle aussi, était assez seule et partageait ce goût pour l'art. Donc on a tout de suite vu Paris-Berlin, Paris-Moscou, toutes les grandes expositions. Et c'était une passion, mais c'était une passion vue... pour moi, l'art, c'était quelque chose de totalement muséographique. C'est-à-dire, pas quelque chose que l'on pouvait s'approprier. On n'avait pas d'œuvre d'art vraiment à la maison. Ma mère avait quelques pointes de flèches, quelque chose comme ça, mais enfin, ça n'allait pas au-delà. J'ai fait Hippocane, j'ai fait Cannes. En même temps, j'ai fait des études de cinéma parce que j'étais passionnée de cinéma. En même temps, j'ai fait des études espagnoles parce que j'étais partie en Espagne. J'ai eu une chance folle, je suis partie comme fille au père. Et j'ai rencontré un sculpteur qui m'a emmenée avec lui à Pietrasanta, qui m'a fait visiter Venise, qui m'a fait visiter un petit peu toute l'Italie, et à qui j'ai servi de modèle. Dès l'âge de 15-16 ans, j'avais déjà quand même une bonne connaissance artistique. Donc j'ai enseigné pendant 1 an et demi, et puis j'ai réalisé que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était marchand de tableaux. Marchand de tableaux et qui avait une très belle librairie qui s'appelait Les Argonautes, qui était rue de Seine. Dans cette librairie, ils vendaient des livres d'art extraordinaires, illustrés par Picasso, Braque, reliés par Rosa Adler. En même temps, ils vivaient à 200 à l'heure, c'est-à-dire que tous les midis, nous déjeunions au Flore et nous rencontrions des marchands, tous les marchands de la rue Bonaparte, de la rue de Seine. Il était ami de Berggruen, il était ami de Candewiller. C'était assez extraordinaire cette initiation finalement du marché de l'art, de façon très accélérée. Et donc de passer de l'autre côté, on va dire, de la caméra et de voir non plus les œuvres uniquement dans les musées, mais de les voir comme commercialisables, achetables. Et surtout, lui avait un goût très très sûr, plutôt porté sur le surréalisme. Donc il fournissait beaucoup la galerie Marcel Flès aussi. Et il achetait par passion, mais il achetait le matin et il revendait l'après-midi. C'était une époque bénie, c'était la fin des années 80. Et nous nous sommes mariés. Bon, le mariage a duré très peu de temps, mais l'initiation a été intense. Et au bout de 2 ans, je me suis lancée et j'ai ouvert ma propre galerie, Boulevard Raspail. Bon, bah alors donc le tableau de Marcello part dans une très bonne galerie parisienne qui va le présenter en 2021 à Maastricht. Voilà. Donc c'est un tableau que j'ai acheté en Italie d'un artiste que j'aime beaucoup, cet artiste de Florence, Marcello Tomasi, et c'est un autoportrait au pinceau. Marcello Tomasi, c'est un des artistes que j'ai présenté, que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, parce que c'est un vieux monsieur qui était à l'ancienne en Italie, capable de réciter Dante quasiment en entier,
dépositaire d'une culture que l'on n'a plus aujourd'hui. J'ai eu un grand coup de cœur pour ce cheval de Sylvain Berndt que j'ai découvert à Saint-Ouen chez un confrère. Et je connaissais très bien l'œuvre de Sylvain Berndt puisque j'ai eu des œuvres majeures déjà d'elle. C'était la campagne du décorateur André Arbus. Et André Arbus étant un des plus grands décorateurs des années 40, elle a aidé beaucoup à exécuter certaines parties en bronze dans son travail. Alors Émile Giglioli fait partie aussi des artistes que nous présentons le plus souvent possible, c'est-à-dire dès que nous avons la chance de trouver des pièces de cette qualité. Cette œuvre est assez exceptionnelle chez Giglioli. Giglioli a vraiment gardé la voisin de Brancusi à Montparnasse, a gardé complètement l'idée de la vie qui se reflète dans le bronze poli. Cette idée de Brancusi d'utiliser la lumière et ces sculptures qui reflètent tout le monde qui les entoure. Alors Joseph Rivière fait partie d'une de mes grandes aventures parce que je suis allée découvrir l'atelier chez son neveu en pleine montagne. Il avait stocké absolument tout l'atelier de Joseph Rivière où j'ai découvert des dizaines et des dizaines de plâtres, quelques bronzes, des œuvres qu'il fallait éditer, des terres cuites, des œuvres monumentales. Enfin, toute l'œuvre de Joseph Rivière était stockée là. Alors, dans notre galerie Boulevard Raspail, nous montrons aussi du mobilier. Mais, comme je l'ai déjà évoqué, essentiellement du mobilier sculpture. C'est-à-dire qui présente un intérêt autre que fonctionnel. Cette commode en est vraiment totalement l'image. Je l'ai trouvée à Parme. Alors, c'est un vrai bonheur de partir au déballage de Parme, qui était au début un très très grand déballage où il y avait 6-7 halls plein de marchandises italiennes. Parme étant une ville aussi formidable, donc où en général les marchands y vont pour le déballage, qui sert presque de prétexte parce que le soir nous dînons tous au Tribunale, qui est un restaurant de Parme que nous apprécions. La galerie a 30 ans. Donc il y a 30 ans, j'ai rencontré un collectionneur qui est venu nous vendre un très joli vase bleu de Lalique et que ce collectionneur est devenu mon mari, qui est toujours mon mari aujourd'hui, et le père de mes 2 fils. J'avais pas eu de père et mon père était mort quand j'avais 4 ans. Ce père m'a énormément manqué, évidemment. Ce père que j'ai idéalisé, recherché, presque tout le temps, dès l'âge de 12 ans, 13 ans. Tout homme qui avait l'âge de mon père, je le regardais voilà, comme un père possible. Donc j'ai recherché, étant assez seule malgré tout, parce que ma mère était beaucoup prise par les voyages qu'elle a fait avec son amie. Elle n'était pas tellement... elle pensait que je me débrouillais toute seule, très très bien, avec les études et tout ça. Je n'avais pas de difficultés, je ne posais aucun problème. Donc, mais malgré tout, je me sentais assez seule. Et très tôt, j'étais en quête, c'est vrai, d'hommes qui puissent m'apporter la part affective, la part paternelle et le savoir. Donc, disons qu'il y a eu un moment à l'âge de 24 ans, à mon divorce, mon premier divorce, où je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer d'arrêter avec ce problème de père. Et j'avais le choix entre la psychanalyse et j'ai commencé une psychanalyse. Et puis, il se trouve que pratiquement dans la semaine où j'ai commencé la psychanalyse est arrivé ce très bel homme avec ce très beau vase bleu de Lalique. Et là, j'ai eu un choix à faire et le choix a été fait et je ne le regrette pas. Voilà. Donc, j'estime effectivement que j'ai été guidée par des gens qui avaient un savoir, qui m'ont transmis. Alors effectivement, parfois en échange d'affection, d'amour, de passion, tout était un petit peu mêlé. Et, il y a eu aussi ce sculpteur espagnol avec qui j'ai vécu une passion très très forte pendant 2 ans. Mon expérience quand j'avais 16-18 ans m'a poussée aussi beaucoup à aimer les sculpteurs qui ont choisi la difficulté. Une pierre, ça ne pardonne pas. Il faut, quand vous avez une pierre devant vous, il faut arriver à avoir une vision de ce que vous allez en faire. Et à la moindre erreur, surtout chez René Latourneur, parce qu'il choisissait des pierres très difficiles, la moindre erreur, la pierre, elle claque et la sculpture est morte.
Donc j'aimais beaucoup le travail de la taille directe, ce qui m'a poussé vers des artistes qui l'ont pratiqué comme Le Tourneur. René Le Tourneur était, en sortant des Beaux-Arts, a réalisé une très grande sculpture avec Jacques Zobada, qui était un de ses amis, qui était aussi sculpteur. Et tous les deux ont travaillé pour cette sculpture qu'ils ont fait, qui est installée en Équateur. Et ils ont eu, grâce à l'argent qu'ils ont eu avec cette sculpture, le prix qu'ils ont eu que leur a donné Mayol, ils ont pu s'acheter un terrain, un atelier, et ils ont vécu côte à côte. René Le Tourneur, quand il est arrivé à Rome, il a rencontré une jeune fille dont il est tombé assez amoureux, qui lui a servi de modèle, qui ensuite, quand elle est venue à Paris pour fuir l'Italie et Mussolini, il a divorcé, il l'a épousée, elle était toute jeune. Il a eu une fille qui est venue me trouver un jour par hasard, en fait, voyant que je me passionnais pour la sculpture et que j'avais cette galerie où je présentais la sculpture. Elle est rentrée, elle m'a dit, écoutez, on ne présente plus la sculpture de René Le Tourneur depuis très 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 longtemps. Donc on a fait l'exposition, les expositions René Le Tourneur, le petit catalogue. Ensuite, il y a eu une très très belle exposition, mais bon, des années après, au musée de Sceaux. Et elle a beaucoup fait pour la reconnaissance de son père. Et elle a eu une vie assez incroyable, parce qu'il se trouve que la femme qui a épousé René Le Tourneur a séduit en même temps Jacques Zobada. Donc, Jacques Zobada, qui habitait à côté, ça n'a pas été une chose facile. Il est parti en plus avec la femme et la fille. Donc, c'est lui qui a élevé aussi la fille. Et un jour, Anne Filali, donc la fille de Le Tourneur et de Zobada, me dit, mais vous savez, Zobada, il a quand même, à un moment donné, il a vécu un petit peu... il y a eu une période à la fin de la guerre, il était assez proche d'Étienne Martin, assez proche aussi de Stali et d'autres artistes. Ils ont formé plus ou moins le groupe Témoignage. Donc, j'ai rencontré, grâce à elle, Parveen Curie et François Stali. François Stali était malheureusement déjà très malade et grabataire, beaucoup plus âgé que Parveen Curie. Donc, j'ai noué une amitié, une relation avec eux deux, qui n'exposait plus beaucoup depuis, pour des raisons un petit peu matérielles compliquées, parce que Parveen Curie s'occupait de Stali. Ensuite, les galeries dans lesquelles ils étaient avaient changé un petit peu d'artistes, avaient évolué, étaient passés beaucoup plus à l'art contemporain. Donc, je leur ai proposé là aussi de les exposer. Et surtout à Parveen Curie, qui avait pas mal de catalogues, mais pas vraiment de livres, je lui ai dit qu'il faudrait faire absolument une monographie. Donc, j'ai commencé à faire une monographie avec Parveen, des expositions. Ça, c'est un bronze. C'est un très beau bronze. Donc, ça s'appelle... Voilà, avec l'escalier à l'intérieur. Parveen Curie, elle est partie du bois, comme Stali, comme Étienne Martin. Ils sont partis du bois, ils ont fait des bois. À partir du bois, ils ont tiré des bronzes. Alors Étienne Martin, très souvent, on voit l'apparence du bois en dessous. Alors que Parveen, ce qui est très particulier chez elle, c'est ses angles extrêmement nets, ce travail extrêmement lisse, étendu. Elle déteste tout ce qui est mou. Elle aime que cette sculpture, effectivement, tendue comme un arc. Combien d'années de sculpture, finalement, Parveen? 50 ans? Ben, j'ai commencé à 24 ans, donc calculez. 50 ans, à peu près. Ben, je sais un pas, peu plus. J'ai 85. Oui, 60 ans. 60 ans de sculpture. Oui, 60 ans. Voilà. Ça suffit. Alors, quels sont les projets? Racontez-nous les projets pour 2021. Il y a une exposition à Beaubourg, que Beaubourg organise sur les femmes qui ont fait l'abstraction. Donc avec beaucoup de femmes, je ne sais pas lesquelles autres. Et aussi au Guggenheim de Bilbao. La même exposition ira au Guggenheim en octobre. Beau projet, ça. J'ai une exposition en 2022 au musée d'art moderne, une rétrospective au musée d'art moderne de Troyes. Plus la donation à Beaubourg. J'en ai surtout la plus grande qui est dans les collections
définitive. Donc Voilà. Comment s'appelle la plus grande déjà? C'est pas la mer Matmata? Mer Matmata. Voilà. Il y a l'aventure de Tenerife aussi. Racontez-nous l'aventure de Tenerife. Alors je suis en pourparlers avec la ville de Tenerife. Avec la ville de Tenerife, ça va se faire. Et si ça va, on va terminer l'agrandissement qui avait été commencé. D'une sculpture, en fait, de David, que j'avais faite en mémoire de David, qui est dans mon jardin. David, qui est le fils de Parvin. Donc, ça va être en sa mémoire. C'est une sculpture qui fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, qui sera sur la grande place de Tenerife. Je pense que Parvin Curie, l'art lui a sauvé la vie. Je crois qu'elle m'a expliqué, on a un tempérament un petit peu, pour certaines choses, assez proche, c'est-à-dire qu'elle aussi, c'était quelqu'un de très passionné, où la passion pouvait la mener à des bêtises, et l'art lui a sauvé la vie. C'est-à-dire que la disparition pour elle de Stali, ça a été quelque chose de très difficile. Ensuite, elle avait un fils qu'elle avait eu avec son premier mari, le sculpteur Marty, qui est décédé prématurément d'un cancer. Pour elle, ça a été quelque chose de totalement déchirant. Il faut voir que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, qui a toujours été seul, Parvin, qui a toujours lutté, et qui a perdu petit à petit tous les gens qui étaient autour d'elle. Je racontais l'autre jour votre anecdote avec Apelles Fenosa, votre visite à Fenosa, qui ne vous avait pas vraiment encouragé. Je lui ai rendu visite et je lui ai dit, bonjour monsieur, sans doute vous ne vous souvenez pas de moi, mais moi je me souviens très bien de vous. Vous m'avez tellement encouragée à faire de la sculpture parce que vous avez dit, madame, ce que vous avez à faire, c'est vous occuper de la popote de votre mari. Alors du coup ça m'a... Ça vous a donné des ailes. Ah oui, ça m'a donné des ailes. Parvin Curie s'est retrouvée seule, on a continué, on a voyagé ensemble. Elle m'a emmenée en Inde voir les plus beaux sites de sculpture. On est parti au Japon ensemble, donc j'ai vraiment partagé avec elle sa façon de voir les choses, sa pensée, tout en l'exposant de manière très très régulière. Disons que c'est une de mes sculpteurs préférées. Voilà. Ça a été, en fait, c'était un peu mon but. C'est-à-dire, depuis le début de mon travail en 90, c'est montrer finalement que ces artistes valaient la peine d'être redécouverts. C'était très intéressant de rencontrer toutes les familles d'artistes, parce que j'ai visité du coup les ateliers, je suis tombée sur toutes les archives. Par ce biais-là, je suis rentrée dans des histoires. Et ça, c'était très excitant. J'ai toujours eu envie, à chaque exposition, de faire un catalogue, de rendre compte un petit peu de qui était l'artiste, de laisser une trace à travers le livre. Je n'ai pas trouvé tellement de sculptures par hasard. En faisant ces salons à la Brafa pendant 20 ans, les gens voyaient que j'apportais de la sculpture. Donc tout d'un coup, beaucoup de familles d'artistes ou d'artistes sont venus me voir sur les stands. À côté de Parvin Curie, il y a eu plein d'autres coups de cœur. Donc là, vous avez par exemple une sculpture de Sergio Storel. C'est un Italien extraordinaire et qui, lui, s'est intéressé à la surface de la sculpture, c'est-à-dire à la peau presque. Il a fait beaucoup les dos. Et donc, c'est très rare qu'il fasse des sculptures. Il ne faisait pas des sculptures pleines. Il travaillait beaucoup sur le travail du relief. Et j'ai été amenée à m'occuper d'un artiste que j'aime énormément aussi, qui s'appelle Olivier Strobel, dont j'ai présenté et vendu beaucoup d'œuvres, y compris d'ailleurs en Belgique. Mais j'en ai vendu aussi au Liban, j'en ai vendu aussi aux États-Unis. Et quant à mon mari, lui, qui est comme il est plus âgé que moi, lui, il a connu Léon Zack. Et un des premiers peintres qu'il a collectionné aussi, c'était Léon Zack. Mais c'est un tableau en matière des années 50. Et il a fait partie des peintres matiéristes un petit peu à cette époque-là. Je connaissais par mon ex-mari la galerie Bourdon, qui était célèbre et qui à l'époque faisait beaucoup parler d'elle à travers la grande vente Bourdon. Par eux, j'ai eu un petit peu les informations sur cette galerie, qui était à céder et qui en fait était une imprimerie. Et anciennement, qui était un lieu historique, puisque c'était l'ancienne maison de décoration de Michel Dufay, le gendre de Bourdelle, et le décorateur connu.
j'ai repris cette galerie et ce que j'ai aimé, c'était la proximité, la vie avec le marché en face, 3 fois par semaine, la présence des hautes études juste à côté, où j'ai eu de très très bons clients, professeurs hautes études. En fait, c'est un endroit, le boulevard Raspail est extrêmement passant. Donc, j'ai aussi été. Il y a eu beaucoup de hasard, des gens qui sont passés, qui ont vu ce que je présentais. Il se trouve que Pierre Traverse avait eu un atelier au 240 boulevard Raspail, qui était un lieu historique où Picasso avait eu aussi ses ateliers. Le fils Traverse, moi j'étais jeune, hein, quand j'ai ouvert la galerie, j'avais 24-25 ans. Donc je pense aussi que c'est plus facile quand on est une jeune et jolie femme. Ouais. C'était plus facile de séduire les fils d'artistes. Donc il y a eu assez rapidement des rencontres intéressantes. Il y avait beaucoup d'effervescence parce que cette galerie qu'ouvrait dans le quartier avec de l'art décoratif du 20e a tout de suite suscité l'intérêt et les achats. J'ai très bien travaillé au tout début de l'ouverture de la galerie. Donc c'était, je remplissais, je vendais, je cherchais. Voilà, c'était une période heureuse. Au-dessus de la galerie Bourdon, bien au-dessus, il y a la galerie Vérité, qui était une des plus grandes galeries d'art africain. La galerie Simez, qui était aussi une galerie assez active. Donc il y avait encore toute la mémoire de ce Paris artistique, des galeries et d'une certaine vie d'exposition. Ça s'est perdu parce que malheureusement la galerie Simez n'existe plus, la galerie Bourdon n'existe plus non plus. Je suis maintenant la seule galerie finalement sur ce tronçon de la rue du boulevard Raspail. Et aujourd'hui nous avons 3 lieux, puisque la galerie est à boulevard Raspail, la galerie rue de Lille où je suis présente, et Hugo s'occupe de l'espace de Saint-Ouen des Puces, où aujourd'hui il est assez actif, parce que ça a été un peu difficile d'apprendre qu'il faut rester absolument du vendredi matin au lundi soir, et ne pas échapper à la règle, ne pas commencer à se dire oh, mais le lundi il n'y a personne, je ne vais pas y aller, les clients ne viennent pas, parce qu'après les clients se disent oui mais le lundi les marchands ne viennent pas, donc ce n'est pas intéressant d'y aller. Donc voilà, ça met un certain temps avant de comprendre que plus nous sommes présents et plus nous avons des chances finalement de rencontres et de ventes. La nécessité des salons, je pense a commencé il y a une vingtaine d'années. J'ai réalisé qu'effectivement, avec la guerre du Golfe, avec les choses étaient en train de commencer à changer. Il n'y a pas eu que la guerre du Golfe, il y a eu aussi le développement d'Internet, le développement des sites, le développement, le fait que les commissaires-priseurs sont devenus beaucoup plus offensifs et ont commencé à beaucoup plus draguer la clientèle particulière avec des cocktails, avec des événements. Donc à partir de ce moment-là, les salons sont nés parce que les galeries ne voyaient plus assez de monde. Et nous avons tout de suite fait partie de l'aventure de la Brafa. C'est-à-dire j'ai fait la première Brafa à Tours et Taxi. Et la Brafa accueille chaque année, ça se développe de plus en plus, entre 40 000 et 70 000 visiteurs. C'est énorme par rapport à la capacité de visite que peut avoir une galerie. Jamais je n'aurais imaginé il y a 30 ans que je pourrais participer à la Biennale. Je crois que mes enfants rêvaient de ça. Nous avons des souvenirs magiques encore, des biennales où les stands étaient époustouflants de richesse et de décoration. Et mes enfants me disaient ah, maman, si jamais un jour tu peux faire la biennale, pour eux c'était l'apothéose. Donc la biennale, j'ai voulu la faire, on va dire, essentiellement pour mes enfants. Pour qu'ils disent, ben voilà, notre mère, elle a fait la biennale. Voilà. Alors nous nous retrouvons dans ma galerie rue de Lille, très différente de la galerie du boulevard Raspail. Et donc j'investis celle-ci, qui a un espace très agréable, une galerie presque carrée, assez lumineuse, et qui me permet de présenter un style autre, une autre facette, disons, de ma personnalité. Donc j'ai tenu à faire une exposition hommage à Monique Rosenès, qui est une artiste que je présente depuis 15 ans, et qui est une artiste cinétique. Elle a pour elle, depuis les arts décoratifs et les expositions qu'elle a fait au musée des arts décoratifs,
depuis les expositions qu'elle faisait dans sa jeunesse chez Suzanne de Coninck, d'avoir choisi un matériau que presque personne n'a utilisé, qui est le métacrylate de méthyle. C'est un travail de sculpture et de peinture à partir d'une texture, d'une matière qui s'apparente au plexiglas. Donc voilà le lieu où je stocke à proximité de ma galerie, très très près, les objets vendus, les objets qui reviennent de foire. Donc c'est pas toujours facile et cohérent de s'y retrouver, mais c'est fort pratique d'avoir un endroit où mettre les bronzes, les socles, quelques tableaux qu'on a envie d'avoir disponibles sous la main et que je peux presque rapporter à pied, boulevard Raspail sans problème. Alors, il y a ce très beau bronze de couturier, et c'est un bronze de 1946. Une des pièces les plus importantes, ça s'appelle La Pensée, une des pièces les plus importantes de couturier pour moi. Là, évidemment, il y a toute la disproportion des bras qui sont allongés, des mains qui sont immenses, des grands pieds, tout ça qui reprendra au fil des années. C'était un homme qui aimait vraiment les femmes, donc il était ravi quand on venait le voir. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « Venez me voir, parce qu'il n'y a que comme ça que je sais que je ne suis pas mort ». Je pense que la définition, par exemple, du beau est extrêmement difficile à donner, parce qu'en fait, je crois qu'on pourrait expliquer, d'ailleurs ce serait intéressant, à partir du regard qu'un individu pose sur les choses et ce qui lui plaise, on peut retrouver à peu près toute son histoire. C'est-à-dire que les connexions intellectuelles, affectives, sensitives, depuis la naissance jusqu'à l'achat, on va dire, expliquent ce que l'on aime. Donc je fais ce bilan parce que j'ai un cancer en stade terminal, mais en fait, je n'ai pas de regrets, si vous voulez, je n'ai pas de regrets. J'ai l'impression d'avoir quand même vécu beaucoup en accéléré, effectivement, et beaucoup de choses, d'avoir eu la chance de rencontrer, peut-être au travers, à la base, de souffrances, mais après qu'il s'est transformé en quelque chose de positif. Je crois que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, c'est-à-dire essayer de transformer ce que l'on nous donne en quelque chose de riche. Elle suscite beaucoup ça, Hélène, je trouve. C'est pas une galeriste comme une autre. Enfin, je trouve qu'elle suscite de la tendresse, de l'amour, de l'amitié, de la fidélité. Elle suscite ça, je trouve, vraiment. C'est vrai que ce lieu de rencontre, pas seulement Hélène et moi, mais il y a toujours quelqu'un avec qui on partage probablement le même amour de la sculpture, et on est là et on se dit pas grand chose, mais de temps en temps, mais on sait qu'on partage le même amour ou le même plaisir ou le même voilà. Et c'est ce qui nous attache à ce lieu, parce que souvent j'habite là, donc forcément je pars jusqu'à boulevard Raspail le matin, enfin à midi. Voilà, je fais le chemin. Bon, voilà, ça me gêne pas, mais bon, il faut y aller. On prend un petit café, on papote, on rencontre une ou deux personnes amoureuses de sculpture aussi, et puis je repars, et puis je la dépose. Enfin voilà. Donc c'est une toute petite histoire, bon, hormis d'autres. Mais c'est quelque part, quand elle m'appelle, elle me dit j'y suis, est-ce que tu arrives? J'arrive, voilà. Donc c'est un lieu où on se sent bien, c'est vrai, parce qu'elle l'irradie, Hélène. Hein. C'est un style aussi personnel. Merci, merci. Ça s'est cristallisé et ça m'a aidée dans la recherche, dans l'acquisition, dans continuer à aimer, voilà, grâce à Hélène. Parce qu'effectivement, quelque part, comme vous dites, c'est un lieu de sculpture. Et c'est pour ça que j'adore. Oui, un lieu de partage et un lieu de sculpture. Parce qu'en fait, j'adore cette boutique Boulevard Raspail. Contrairement à ce qu'elle me dit, que l'art livre. Moi, j'adore Boulevard Raspail parce que je trouve que c'est un lieu qui la représente, ou peut-être parce que je t'ai connue là-bas et que j'ai aimé tout ce que tu m'as dit là-bas. C'est possible aussi. Mais j'adore ce lieu.
Et en fait, c'est vrai que quelque part, c'est un refuge. Alors, il faut vous dire aussi que mon grand problème, c'est que quand je suis très heureuse, j'ai envie d'aller m'acheter une sculpture. Et quand je suis très malheureuse, j'ai aussi envie d'aller m'acheter une sculpture. Donc, ce qui fait que, forcément, c'était permanent, la rencontre avec Hélène, puisqu'on est tour à tour, heureux ou malheureux. Enfin, en tout cas, moi, pas rarement ou tiède. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui explique que j'ai acheté des sculptures et que j'adore, quoi. Voilà. Elle m'a fait faire un parcours initiatique. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que je pense qu'il y a des révélations, il y a des sculptures qu'elle m'a révélées. Avec un œil, vous savez, quand on veut, on dit éclater les mots, c'est-à-dire donner, on va chercher un autre sens que le sens banal des mots, celui d'une façon vulgaire, on utilise. Elle m'a donné un autre œil, c'est-à-dire qu'elle m'a fait regarder la sculpture d'une autre façon pour aller aborder des sculpteurs et des types de sculptures différents. Voilà. Et c'est grâce à elle, parce qu'en fait, elle a cassé un peu comme ça, comme on casse la vérité des mots. Si je parle des mots, c'est parce que je suis très attachée aux mots, je trouve que c'est très important, et que quelque part, on a toujours, souvent peut-être le défaut de les considérer de façon identique. Et en fait, un mot, quand vous simplement vous détournez le regard, et quand vous regardez avec une autre lumière, il a une autre version. Et bien, Hélène m'a aidée à ça dans la sculpture. C'est qu'en fait, elle m'a aidée à regarder différemment les sculptures, et l'art en général, je crois même d'ailleurs. Alors, et voilà, donc c'est pour ça que c'est un parcours initiatique, parce qu'en fait, on a besoin de quelqu'un. C'est important d'être accompagné. C'est pour ça que je disais que finalement, elle m'a accompagnée, davantage que... J'adore le terme accompagner. Et vraiment, elle m'a accompagnée dans ce parcours. Voilà. Ça, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est la maternité, alors forcément. Et puis alors, non, mais en fait, ce que j'adore, c'est la représentation. Alors, vous avez... L'homme, enfin, c'est ça ça me fait toujours sourire. Alors l'homme, il est très fort, hein, il a une grande carrure comme ça, mais il a une toute petite tête. Vous avez vu? Hein? Non mais c'est vrai, regardez. Il protège tout le monde, mais il a une grande carrure, mais il a une petite tête. Là, regarde. C'est vrai ou pas? Voilà. Et effectivement, il protège, et puis il a une grande main par contre. Et puis... La main le triple de la tête. Mais bon, voilà, et il protège effectivement sa famille, sa femme, et son bébé. Super. Voilà, ça c'est très beau, c'est très pur, c'est très et c'est très fort en même temps, et c'est très j'adore vraiment. Et puis elle a une tête proportionnée aussi, celle-là. Voilà, tu vois. On va trouver que j'ai un problème. Ça, c'est Hélène qui m'a offert ça pour un de mes anniversaires. Tu te souviens? Oui, ça c'est une petite sculpture de Joseph Rivière. Oui. Ce sont les vendanges. Montre. Qui est celui-ci, qui est un beau portrait. Là-haut. Celui-ci. Ici. Celui-là, c'est moi aussi. Ça, c'est toi, oui. Ça. Alors, c'est une très belle histoire. Le portrait d'homme, je l'ai acheté, ça fait très longtemps. Et en fait, inlassablement, je lui cherchais une femme. Et j'ai longtemps... Ben oui, c'était important toujours. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un grand problème à ce niveau-là. C'est deux, maternité, machin, tout ça. Bon, voilà. Et donc, en fait, je vais chercher une femme longtemps. Et c'était difficile parce qu'il est charmant, moi je le ressens très bien parce que je l'ai adoré depuis très très longtemps. Et il lui fallait trouver une femme qui pouvait lui correspondre. C'était pas facile, voilà. Et je crois que c'est donc chez toi que voilà. Et c'est chez toi que j'ai trouvé cette femme-là. Et je trouvais qu'elle était, enfin, j'étais apaisée puisqu'en fait il était plus seul. Il avait trouvé la femme qu'il lui fallait, grâce à Hélène encore une fois. On arrive quand même à une pièce majeure. C'est l'opéra, n'est-ce pas? Baroque. Et ça tombait en plus merveilleusement, puisque j'adore l'opéra. Hélène va m'aider à présenter les personnages, voilà. Si, elle va m'aider. Pour moi, en même temps, c'est des personnages végétaux, c'est des gens, enfin des mi-hommes, mi-animal, mi-végétal. Oui. Et c'est ce qui le rapproche le plus du peintre Sam Safran avec qui elle a partagé son atelier. Mais elle y a apporté quelque chose de beaucoup plus poétique et... Sam Safran, c'est formidable, mais elle y a apporté quelque chose... C'est presque mythologique. Voilà. J'ai rêvé d'ailleurs de cette sculpture. J'ai fait des rêves à partir de cette sculpture. Je trouve que c'est un univers totalement inouï.